Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. Et en ce lundi 25 janvier, les enseignants guadeloupéens sont en grève. L'intersyndicale dénonce des suppressions de postes dans le second degré. Selon les chiffres du rectorat, 39% des enseignants du premier et du second degré ont suivi ce mouvement aujourd'hui. Ambiance ce matin du côté du lycée de Bainbridge avec Anne-Elisabeth Artsen. 6 organisations syndicales et 2 fédérations de parents d'élèves se mobilisent contre la suppression de 35 postes dans le second degré en débutant ce 25 janvier un mouvement de grève générale. C'est ainsi que le proviseur du lycée Bainbridge a constaté que l'accès de son établissement était en partie entravé. Oui, bon, effectivement, quand je suis arrivé ce matin, j'ai remarqué que j'avais mon portail qui était donc cadenassé. Bien entendu, la première démarche, c'est de faire supprimer ce cadenas. Mais il n'en a rien été dans la mesure où il n'y avait pas d'entrave pour que le personnel ou les élèves puissent rentrer dans l'établissement. Par conséquent, nous fonctionnons normalement, nous accueillons nos enfants ainsi que les personnels. Par contre, des mesures ont été prises dans la mesure où certains véhicules de livraison n'ayant pu pénétrer dans l'établissement. Cette grève perturbe quelque peu le fonctionnement du lycée. Le proviseur a donc pris certaines dispositions, notamment concernant le bac blanc à venir. J'ai dû prendre des décisions, en particulier sur l'internat et la demi-pension. Donc j'ai supprimé la demi-pension jusqu'à nouvel ordre, ne sachant pas effectivement la durée de cette grève. Par contre, je peux effectivement fonctionner concernant les internes du lycée. D'une manière générale, toutes les classes préparatoires sont présentes avec leurs enseignants. Pour le pré-bac, c'est beaucoup plus mitigé. Nous avons quasiment 70% des élèves qui ne se sont pas présentés devant le lycée ce matin, puisqu'il n'y avait aucune entrave pour qu'ils puissent circuler librement. En ce qui me concerne, il est vrai que nous allons démarrer donc, toute la semaine d'évaluation, bac blanc, etc., à partir de jeudi matin. Bon, ça perturbe quelque peu ces débuts de semaine, lorsque l'on sait que les élèves doivent être dans une ambiance de sérénité, de calme, pour pouvoir travailler. Mais enfin, bon, écoutez, c'est la vie, ce sont les circonstances, et nous allons évoluer en fonction, effectivement, de l'évolution de cette situation. De nombreux élèves absents, un mouvement suivi par une grande partie des enseignants de l'établissement, la grève lancée par les organisations syndicales a bel et bien démarré et risque de se poursuivre dans les prochains jours. Un mouvement qui concerne le premier degré, le second degré, mais aussi l'université. On va rester justement dans le domaine de l'éducation avec l'Université des Antilles qui dispense une formation d'ingénieurs tournée vers le développement durable. Ce matin, des élèves ingénieurs ont visité plusieurs installations environnementales en Guadeloupe, notamment le CIVAD à la Gabarre. Muriel Barlagne a suivi pour nous cette visite. Il prépare le diplôme Génie de l'environnement Parcours matériaux de l'Université des Antilles. L'une des formations d'ingénieurs. Inscrits en 3e année, ils sont sur le site du CIVAD à Grand-Camp ce matin. Site dédié au traitement et à la valorisation des déchets ménagers et assimilés. Une visite pédagogique pour être au plus près des problématiques environnementales. Le dôme réhabilité est la première étape de cette expédition. De tout temps, hein, comment dire, nous avons toujours enfoui les déchets ici. Ces déchets étaient enfouis, mais sauf que ces déchets n'étaient pas enfouis de manière normée, ne respectaient pas la norme. Donc nous avons été financés par l'Europe, par l'État, donc au travers de subventions qui représentent plus de 23 millions d'euros ici. Ou qu'est-ce que nous avons fait? Ces déchets-là, nous les avons enveloppés dans une géomembrane. C'est-à-dire dorénavant, ces déchets ne polluent plus, sont encapsulés. Et ces déchets, maintenant, produisent du lexivia, du jus de déchets, et du biogaz. Donc ces déchets-là ne vont plus bouger. On va simplement les valoriser au travers du biogaz, une valorisation énergétique. Penser des matériaux facilement recyclables, les fabriquer à partir de produits recyclés ou déchets, mais aussi gérer des projets environnementaux, c'est ce à quoi se préparent ces futurs ingénieurs. D'où l'intérêt de cette visite qui s'inscrit dans le cadre d'un cours intitulé Gestion et valorisation des déchets. Alors nous, dans le cadre de nos formations ici à l'Université des Antilles, on est plutôt
centré sur le développement durable, le recyclage. Et donc c'est vraiment l'endroit à visiter pour se rendre compte de ce qui peut être fait en Guadeloupe. On est sur un site de recyclage des déchets, bien évidemment, et le recyclage des déchets est une partie intégrante de nos formations ingénieurs de l'université, puisque le cycle de vie d'un matériau était là. Ils étudient le cycle de vie d'un matériau de sa conception jusqu'à son recyclage et à son élaboration à travers les déchets. 5 des 6 étudiants de cette promotion étaient présents aujourd'hui. Un cursus de 3 ans, ouvert en 2012 dans le département et que l'on peut préparer entièrement sur place, seulement depuis 2015. En début de ce journal, nous étions au lycée de Bainbridge. Il en sera justement question dans les prochaines minutes lors d'une entrevue à Matignon entre le Premier ministre Manuel Valls et le président du Conseil régional de Guadeloupe, Harry Chalus. Les deux hommes doivent évoquer également la reconstruction de l'établissement scolaire aux normes parasismiques, mais aussi le coût du fonctionnement du Memorial Act, la prévention de la délinquance ou encore l'accompagnement de l'État sur le financement des investissements en eau. Le président de région Harry Chalus, qui on le rappelle a présidé vendredi sa première plénière de l'année. La première partie de cette plénière était consacrée à l'octroi de mer. Harry Chalus souhaitait faire abroger la délibération prise le 19 novembre dernier. L'Assemblée a approuvé la nouvelle grille tarifaire. On fait le point avec Karine Gelman. 242 millions d'euros répartis en moyenne chaque année entre les collectivités de Guadeloupe issues de l'octroi de mer. Soit un tiers pour la collectivité régionale et 2 tiers aux communes de Guadeloupe. La révision de ce taux est un enjeu important donc pour l'année en cours. La délibération du 19 novembre devait augmenter les recettes des communes. Donc si c'est un manque à gagner, donc du fait qu'il n'y a pas cette augmentation-là, oui, on peut considérer comme une baisse potentielle parce qu'en réalité, quand vous envisagez d'augmenter et que cette augmentation, ce prévisionnel n'arrive pas, il y a un problème. La répartition de la recette privilégie le nombre d'habitants. La commune des Abîmes est donc la première bénéficiaire. Et selon les données publiées par l'IEDOM, l'octroi de mer représente en moyenne de 2007 à 2011 22% de la recette totale des communes. Nous ne l'avons pas évoqué, cela nous permettra aussi de faire une concertation avec la Martinique et autres, parce qu'on a vu, en fonction des taux qui sont arrêtés en Martinique ou en Guadeloupe, il y a une harmonisation que nous devrions pouvoir mettre en place. Et je rappelle que nous allons mettre toute la place pour cette concertation qui n'a pas été suffisante et pour que l'octroi de mer puisse remplir tous ses objectifs. Ça a été aussi l'occasion de préciser qu'il faut qu'on puisse mettre en place des mesures d'évaluation de manière à mesurer l'impact sur les parts de marché, donc les entreprises à travers les différents taux, et bien sûr que nous soyons dans l'anticipation pour pouvoir aussi ensemble mettre en place des stratégies par rapport au devenir du régime. La polémique qui a entraîné l'abrogation de la réforme de l'octroi de mer du 19 novembre 2015 portait sur l'augmentation de la taxe sur certains produits. La nouvelle présidence a donc lancé une réflexion de 3 mois afin de faire une nouvelle proposition. Un mot de santé face à la menace Zika. Le préfet de région Jacques Billan a décidé de convoquer cet après-midi un premier comité de gestion du virus. Pour l'instant, on le rappelle, un cas a été confirmé en Guadeloupe. Sur l'île Sœur en Martinique, plus d'une centaine de cas ont été déjà confirmés. Le Zika qui nous amène à parler de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. 1 minute Caraïbe entièrement consacrée ce midi à la situation en Haïti. C'est un Caraïbe spécial Haïti que nous vous présentons aujourd'hui en raison des graves manifestations qui se déroulent en ce moment sur l'île. Jeudi, le président Michel Martelly avait annoncé le maintien du second tour des élections du dimanche 24 janvier pour se raviser dès le lendemain en raison d'incidents et d'actes violents. Ce deuxième tour devait opposer Jovenel Moïse, le candidat soutenu par Michel Martelly, à Jude Célestin. Ce dernier avait obtenu 25% des voix au premier tour, contre 33% pour Jovenel Moïse. Jude Célestin avait dénoncé un coup d'État électoral, annonçant qu'il allait boycotter le second tour, déjà reporté une fois, car initialement prévu le 27 décembre dernier. Une commission électorale indépendante a reconnu que le premier tour de scrutin avait été entaché de graves irrégularités. Suite à l'annonce de cette annulation, des manifestants ont pris d'assaut les rues de Port-au-Prince pour dénoncer les manœuvres électoralistes et appeler au départ imminent du président actuel, Michel Martelly, censé quitter son poste le 7 février prochain. La communauté internationale a lancé un appel au dialogue et au calme en Haïti.
Un gouvernement intérimaire pourrait prendre en charge la gestion des affaires courantes. Le commandant général des forces armées de la République dominicaine, le major général Joseph Matos de la Cruz, s'est rendu sur la zone frontalière avec Haïti pour superviser les mesures de renforcement de la sécurité et le déploiement de nouveaux militaires. Le général indique ne ménager aucun effort ni ressources pour préserver et protéger sa frontière. Il informe avoir reçu des instructions précises du ministre de la Défense, le lieutenant général Maximo Muñoz Delgado, de continuer à assurer et intensifier les opérations militaires au regard de la situation de crise que traverse Haïti. Des logements sont en construction près des points stratégiques de la frontière afin de loger les militaires dominicains et assurer la garde de façon intensive. Le général souhaite que ces mesures de contrôle tout au long de la frontière garantissent la tranquillité des Dominicains et que l'ordre soit maintenu. Lionel Trouillot, célèbre écrivain haïtien et vice-président de l'Association des écrivains de la Caraïbe, évoque dans le journal Libération un déni de souveraineté appuyé par la communauté internationale. Pour lui, l'élection présidentielle en Haïti est une farce. Le candidat est élu d'avance, choisi par l'exécutif et les instances internationales. Un président qui ne sera donc pas reconnu par le pays, mais par ceux qui l'auront fabriqué. Lionel Trouillot ajoute que cela fait 10 ans que le même scénario se produit. Michel Martelly a été élu par la communauté internationale avec quelques voix haïtiennes, mais aujourd'hui la communauté haïtienne exprime un rejet massif du diktat des instances internationales et ONG sur leur pays. La parole s'est déliée, beaucoup dénoncent ce système de mainmise sur Haïti, mais l'ancrage international est si profond et malsain à la fois qu'il sera difficile d'en sortir en douceur. Trouillot fait état d'un échange avec un diplomate installé en Haïti, lequel lui confiait « Lionel, vous avez l'habitude des dictateurs, pourquoi ne supporteriez-vous pas un corrompu encore quelques années ?» Retour en Guadeloupe qui accueillait ce week-end la première édition du Tri-Series Caraïbes. Une cinquantaine de participants ont enchaîné 3 épreuves, aquathlon, duathlon et triathlon. C'est Clément Brière chez les hommes et Mathilde Bataillé chez les femmes qui inscrivent donc leur nom au palmarès du Tri-Series Caraïbes. Chez les vétérans, Olivier Noglotte remporte le maillot vert. Chez les jeunes, Christian Zozotte remporte le maillot blanc. Le Martiniquais, donc Clément Brière, qui a bouclé ce Tri-Series en 1h, 56 minutes et 24 secondes. 26 secondes le séparent de son dauphin, Olivier Noglotte. Je vous propose d'écouter justement la réaction du vainqueur. Il est interrogé par Muriel Barlagne. C'était assez compliqué à gérer, il fallait tout s'enchaîner assez vite. Donc bon, je me suis dit qu'il fallait faire le boulot et prendre un maximum d'avance dès le début. Donc bon, j'ai tout misé sur la course à pied, ça m'a plutôt bien réussi. J'ai fait un gros aquathlon, un gros duathlon pour prendre un maximum d'avance. Après, je savais que j'étais un peu plus juste à vélo en ce moment, surtout face à Noglotte qui est quand même très fort à vélo. Du coup, je suis parti triathlon ce matin avec 1 minute d'avance et il fallait gérer, puis sortir une grosse course à pied pour s'arracher et puis garder ce maillot jaune. Ouais, je suis très satisfait. C'était, en plus de la victoire, c'était vraiment une grosse partie de plaisir. C'est des formats qui sont super plaisants à faire, c'est vraiment la base du triathlon pour moi, donc c'était un vrai bonheur d'être là, quoi. Sport toujours, en football, on disputait ce week-end le 2e tour de la Coupe de Guadeloupe. On retiendra que dans le match au sommet, CSM Étoile de Morne-à-l'Eau, ce sont les Mouliens qui se sont qualifiés 2-1. Au terme de ce 2e tour, quelques clubs de DH ont également été éliminés, comme la Solidarité Scolaire sortie par l'UNAR ou encore l'Arsenal éliminé par le club sportif capestérien. Le Red Star également éliminé par l'AS Gosier. C'était l'un des plus gros rendez-vous carnavalesques de la saison. Doubout Pouhon Grand Vidé a réuni hier aux Abîmes plusieurs milliers de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes. Une cinquantaine de groupes ont défilé dans les rues. Un cortège qui était très bien encadré. Le reportage de Max Cyril. La sécurité d'un défilé de carnaval est assurée par des bénévoles, mais aussi des professionnels de la sécurité. Ils reçoivent une formation de premier secours par la Croix-Rouge et par le SDIS. Cette année, ils sont à 73 adhérents à la FGC pour pouvoir assurer la sécurité des carnavaliers et dans le circuit du carnaval. Et chaque commune nous demande un nombre maximum, soit de 60, soit de 70, parce qu'on nous demande de toujours doubler les postes par binôme. Donc chaque poste, le barriérage, c'est par binôme. Donc pour bien sécuriser et bien surveiller, faire la surveillance aussi qui est important. Notre but, c'est de sécuriser le carnavalier, sécuriser le public et sécuriser nous-mêmes.
Cette sécurité est assurée aussi par des sociétés privées. Leur tâche est bien définie par la municipalité. Nous avons une quarantaine d'agents de sécurité. Nous sommes essentiellement à l'intérieur du stade. Nous assurons la sécurité vraiment dans le stade. Et chaque agent tient une porte au cas où il y a un mouvement de foule, une évacuation, que tout puisse se passer dans le mieux possible et assez rapidement. Voilà. L'alcool et les bouteilles en verre sont interdits par arrêté préfectoral et municipal, et cela pour que la fête puisse bien se dérouler et en toute convivialité. Je vous propose à présent de prendre la direction du Moule et plus précisément de l'habitation Néron qui accueillait hier la manifestation roulée en temps longtemps. C'était organisé par l'association Les Baroudeurs au programme ateliers de labour, jeux traditionnels ou encore des ateliers pour confectionner des balais. Muriel Barlagne était sur place. J'enroule la feuille. Apprendre à fabriquer un balai traditionnel de façon artisanale, c'était le thème de l'un des ateliers proposés par l'association de Betty-Rand, Les Baroudeurs, dans le cadre de Roulé en temps longtemps. L'un des temps forts de la manifestation, le moule en héritage, mis en place par le service culturel de la mairie. C'est Michael Flessel qui était chargé de transmettre ce savoir-faire, la fabrication d'un balai à base de produits totalement naturels. Alors, il faut 5 feuilles de latanier, il faut un bâton qu'on appelle bâton de tillefeuille et il faut une corde qu'on appelle liane molle. Un peu plus loin, on pouvait découvrir des méthodes anciennes de plantation de la canne, à une époque où on utilisait encore des charrues et des bœufs pour labourer. Nous, on n'est pas d'ici, de la métropole. Nous, on travaille beaucoup avec les chevaux. On a beaucoup travaillé, mais on travaille toujours un peu. Et c'est vrai que c'était une découverte pour nous très, très enrichissante. Et on est bien heureux de l'avoir vécu. C'est très bien. On voit comment les anciens travaillaient dur. Et on comprend à quel point c'est important quand même de sauvegarder le patrimoine. Cela fait maintenant 2 ans que l'association Les Baroudeurs du Moule organise cet événement. Le bilan est plutôt positif. On estime à 800 le nombre de visiteurs. C'est une excellente journée, elle se passe très bien, il y a du public, il y a beaucoup de touristes cette année, je crois qu'ils ont été très sensibles à ce qui se fait autour du patrimoine, donc ils sont là pour découvrir, ils sont nombreux, ça se passe véritablement bien, nous sommes heureux de voir que les gens répondent, que les associations sont là et présentent des choses magnifiques, extraordinaires qu'il faut revoir et ou revoir en tout cas. Rouler en temps longtemps, un véritable voyage dans le temps, dans un décor de circonstances, l'habitation Néron. Une manière de valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la Guadeloupe. Comme chaque jour dans cette édition, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Et justement, au Moule, en raison d'une défaillance technique, la distribution de l'eau potable est perturbée depuis ce matin dans plusieurs secteurs, Creuilly, Damancourt, Desvarieux, Dutot, Hauteur de Néron, l'Oranger, la Baie, la Croix, la Plante, la Rosette ou encore Somabert. Retour à la normale prévu dans les prochaines heures. Et puis à Grand-Camp aux Abîmes, un renouvellement de compteurs est effectué depuis ce matin. Conséquence, des manques d'eau peuvent se faire sentir aujourd'hui jusqu'en début d'après-midi. Allez, on termine avec vos prévisions météo pour cet après-midi. Le soleil devrait réussir à s'imposer malgré les passages nuageux. Vous n'échapperez pas tout de même à quelques gouttes de pluie, mais rien de bien méchant. Les températures seront comprises cet après-midi entre 26 et 29 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique Innovation concoctée par Karine Gelman, suivie du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.